RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International. Bienvenue à ceux qui nous écoutent à travers la radio, ceux qui nous suivent sur Facebook Live et aussi ceux qui nous regardent sur France 24. Bienvenue à tous, bienvenue aussi à ceux qui vont faire ce Café des Sports, qui vont l'animer, j'imagine, avec assez d'énergie. Bonjour Xavier Varret. Bonjour Annie, c'est le printemps, que de fleurs vous portez sur vous. C'est l'été dehors, hein. Non, vous aussi vous avez des petites fleurs là, Exactement. si je vois bien. Ouais. Bon, on est fleuris aujourd'hui. Rémi est à carreau. Bonjour Rémi Ngono. Oui, bonjour, parce que... C'est plus neutre les carreaux. Il va se tenir à carreau peut-être. Ah non, parce que je vais mettre quelqu'un au carreau. Ah oui, on dit faire un carreau aussi, on dit, hein, quand on joue à la pétanque, si je ne me dans le trompe pas. sud, oui. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie Gasnier. Bienvenue dans cette émission. Alors nous avons évidemment toujours beaucoup d'actualités et nous commencerons par les rendez-vous du week-end à la lumière évidemment des prestations européennes avec le PSG des stars neutralisé par Bruges qui recevra l'OL de plus en plus performant et ce sera peut-être le choc de la Ligue 1. Alors qu'en Espagne, duel au soleil entre les leaders de la Liga, l'inattendu Valence et le Real Madrid du prometteur Camavinga. En Italie, après son mauvais départ en Serie A, la vieille dame va-t-elle enfin rebondir face au Milan AC ? C'est la Roma de José Mourinho qui fait le spectacle et qui caracole en tête actuellement. L'équipe de France tombe du podium à l'indice UEFA, le classement, comme on dit, dépassé par l'Angleterre et puis une fédération internationale qui persiste pour changer la périodicité de la Coupe du Monde et nous verrons comment elle avance à petits pas. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent donner leur avis sur cette Coupe du Monde tous les 2 ans, ils peuvent vous écrire, hein, Alejandro, vous nous le lirez pendant l'émission. Ce sera très simple pour vous donner la parole. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation avec Souel Kedir et Léo Bernard et nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une semaine européenne, allez, on va le dire, plutôt satisfaisante pour les clubs français. Ça n'est pas si souvent, puisque depuis la saison 2017-2018, les clubs français ne rentraient pas dans cette compétition européenne. Et là, ils rentraient quand même à 6 sans perdre. Et bien là, donc depuis 4 ans, c'est la première fois qu'aucun n'est battu d'entrée. Il y a eu au total 2 victoires pour 4 matchs nuls. Est-ce que c'est un satisfecit pour les clubs français selon vous, Xavier ? Sur la prestation générale, on va dire. C'est vrai qu'elle est un peu ternie par la prestation, l'impression qu'a laissé le Paris Saint-Germain, dont on attendait beaucoup mieux, et dont on attend toujours beaucoup mieux. Mais le fait que les clubs français n'aient pas perdu, c'est quand même déjà un premier bon résultat. Parce qu'on sait, par exemple, Rennes, la saison dernière en Ligue des Champions, ils avaient fait des très bons matchs contre des équipes du niveau de Tottenham, voire même un peu en dessous. Et ils n'arrivaient pas à gagner, et voire ils perdaient, ils ont perdu. Donc là, on voit que le LOSC, c'était pareil en Ligue Europa. Donc même s'ils avaient ils s'étaient sortis du tour de poule. Donc là, on voit que ces clubs français, à défaut de gagner, déjà, ils ne perdent plus. Donc c'est une première étape avant, j'espère, de faire mieux. Rémi, est-ce que ça veut dire que dans l'esprit de ces clubs, on critique souvent le comportement général des clubs français dans la compétition ? Surtout en Ligue Europa, et en disant ils la jouent sans la jouer, ils la prennent pas au sérieux. Est-ce que là, ça veut dire qu'il y a quand même un renouveau dans l'état d'esprit de comment ces clubs français abordent les compétitions européennes dans leur ensemble, mais particulièrement la Ligue Europa, voire la nouvelle Ligue Conférence ? Ils ont constaté comment est-ce que le championnat français ne faisait que dégringoler.
et qui sont en train d'être dépassés, ils comprennent le danger qu'il y a. Ça ne sert à rien d'aller faire toujours la Ligue 1 en disant nous voulons juste aller en Ligue des Champions où directement on est éliminé et puis ne pas aller faire une bonne prestation en conférence ou bien en Ligue Europa. Donc aujourd'hui, quand on essaie quand même de voir, c'est des matchs très engagés et aussi on trouve des clubs français qui, sur le plan tactique, ont répondu. Ce n'est plus exactement ça, et puis ce n'était pas aussi pauvre, parce que généralement, le championnat de France, qu'est-ce qu'on voit souvent? C'est des bûcherons. Mais là, on a vu des gens qui étaient loin d'être des maçons, mais vraiment des artistes sur le terrain. Donc pour moi, ça a été une véritable satisfaction, parce que j'ai toujours critiqué cette façon d'aller toujours petit bras, alors que les autres, eux, ils savent que là, il faut prendre des points, là, il faut monter des échelons, et là, tout au moins, on voit déjà que vous ne pouvez pas atteindre le sommet si vous ne commencez pas à être déjà au niveau de la fondation solide. Alejandro, c'est peut-être un bien aussi pour l'indice, le fameux indice UEFA. Alors, c'est un peu abstrait, mais ce qui veut dire que quand même, la France qui venait d'être dépassée par le Portugal, pour l'instant, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au bout d'une journée de compétition, mais repasse devant les clubs portugais. Mais ça a une signification importante au-delà du prestige. C'est important parce que ça joue sur le nombre d'équipes qui peuvent se qualifier, qui peuvent accéder aux compétitions européennes. Donc, plus vous êtes haut au classement de l'UEFA, plus vous savez des clubs qui peuvent atteindre les phases des poules des différentes compétitions. Et donc, plus vous savez des chances à l'avenir d'engranger des points. Donc, c'est tout à fait bénéfique. Alors bénéfique, eh bien, nous allons voir quels bénéfices ces équipes françaises peuvent retirer de ces compétitions et notamment eh bien, cette victoire européenne remportée hier soir par les Gaunes. C'est peut-être d'ailleurs le déclic pour cette équipe de Lyon. Hier soir, l'Olympique s'est imposé sur la pelouse des Glasgow Rangers, là-haut dans les Highlands du côté de l'Écosse. Les Lyonnais ont donc bien débuté en Ligue Europa, mieux qu'ils n'ont commencé d'ailleurs le championnat de France, puisqu'il ne compte que 2 victoires en 5 matchs. Mais voilà l'occasion toute trouvée peut-être pour cette OL eh bien, de montrer qu'ils sont en forme et de concrétiser, on va dire, en rugby, on dirait concrétiser l'essai ou transformer l'essai. Eh bien, c'est qu'ils joueront au Parc des Princes. Ça sera dimanche soir et ils joueront sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Alors, c'était OL de Peter Bosz, hein, on dit comme ça Bosz. Bon. Moi, je ne parle pas néerlandais, mais on verra ce qu'ils feront sur la pelouse en cette 6e journée. En tout cas, c'est un rendez-vous pris très au sérieux, évidemment, par l'entraîneur de cette équipe, nouvel entraîneur. Hein. Il n'est là que depuis quelques mois, depuis l'intersaison, mais il le reconnaît au bout de 5 matchs de championnat plus celui européen. Eh bien, ça commence à aller mieux. Oui, on n'est pas là parce que c'est pas possible non plus. Hein. Après 2 mois, c'est toujours très tôt. Mais bien sûr, les joueurs ils comprennent de mieux en mieux que je demande. C'est pas facile parce que jouer offensif avec un pressing très haut, c'est pas facile, mais on fait de plus en plus mieux. Xavier, ce rendez-vous, peut-être qu'avant les journées européennes, on se serait dit, bon, PSG-OL, alors qu'on sait que les saisons dernières, c'était un peu un des chocs, hein, où le PSG, en tout cas, ne gagnait pas forcément. Et là, on se dit, entre quelqu'un qui a déçu en Ligue des Champions, peut-être revanchard, et une équipe qui, elle, a été plutôt convaincante, même si c'est en Ligue Europa. Est-ce que, du coup, l'OL peut se mettre un peu dans cette brèche du doute du PSG ? Alors après, il y a le résultat et il y a la manière. Bon, Lyon a su gérer ce match et gagner, mais ils ont quand même eu beaucoup de réussite face à une équipe des Rangers qui a été un peu naïve. Et donc, c'est très bien encore une fois. Qui n'a peut-être pas un niveau de Ligue 1. Oui, qui est championne d'Écosse, donc bon, voilà, mais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, qui est donc reversée en Ligue Europa. Donc c'est une équipe qui s'est un peu livrée, et Lyon a très bien su manœuvrer pour exploiter les failles et donc s'imposer 2-0. C'est un résultat encourageant. Maintenant, le PSG est sur une autre planète, on le sait, mais n'est pas encore au point. Ça, c'est tout à fait évident. Je crois qu'on en parlera un peu après. Donc, est-ce que Lyon peut venir inquiéter le PSG sur un match ? C'est possible, mais il ne faut pas rêver. Hein. Le PSG reste quand même
reste au-dessus. Alejandro, cette équipe finalement qui est un peu en reconstruction, on peut dire, mais est-ce qu'elle devient de plus en plus convaincante? Est-ce que Peter Bosz arrive à trouver, à faire fonctionner, notamment on a vu Aouar hier, on voit aussi les jeunes, il les met, Cacré, Cherki. Puis il y a quand même des joueurs qui jouent très bien. Aouar, vous avez dit, mais Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, peut-être Shaqiri quand il sera intégré dans l'équipe. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Après, Boateng quand il sera vraiment dans le rythme. Voilà. Pour l'instant, il y a des joueurs qui ont encore du mal à s'intégrer dans cette équipe. Lyon a joué un jour plus tard que le PSG, donc ils ont un jour de moins de récupération, même si l'entraîneur a fait sortir certains de ses cadres une fois que les résultats semblaient assurés. Donc, je ne suis pas convaincu que Lyon puisse quand même venir embêter le PSG, d'autant que le PSG, après ce match décevant à Bruges, va réagir certainement. Et ils ont quand même des arguments à faire valoir. Et même si Mbappé est incertain, ils ont d'autres solutions, comme dit Maria, par exemple. Rémi, cette équipe de l'OL, on voit qu'on a l'impression que Toko Ekambi s'y affirme à chaque match. Mais c'est ça. Tout de suite, elle aurait fait citer tous les noms, sauf celui qui a marqué, sauf celui qui a décoffré. Je crois que c'est pas possible, elle aurait fait. C'est-à-dire, vous avez quelque chose contre le Cameroun. Vous savez, Toko Ekambi, nous l'avons élu. Voilà. Donc, je crois qu'il a une certaine maturité. D'ailleurs, lui, il a dit, il peut jouer à tous les plans sur l'attaque, au niveau de l'attaque. C'est un joueur qui est très polyvalent et qui a beaucoup de capacités et qui, d'ailleurs, vous regardez, il a travaillé maintenant la frappe. Parce que sa frappe, elle est vraiment lourde. Là, il avait ce défaut-là, il savait faire des pénétrations et parfois, il savait bien tirer, mais pas avec autant de puissance. Et puis, quand on me dit aujourd'hui que le PSG, vraiment, c'est au-dessus, mais c'est la même chose qu'on disait l'année dernière. Au-dessus. On en est arrivé où? Avec le championnat. Donc, aujourd'hui, on me dit que le PSG est au-dessus, sauf que le PSG n'est pas champion de France. Et quand je vois ce que Bruges fait, quand je vois ce que Bruges a fait au PSG, on ne peut pas me dire que Bruges est mieux que cet OL. Que ce soit en individualité, même sur le plan collectif. Donc, moi, je me dis toujours que... Mais attendez... Non, mais ça me paraît... Toi, tu es comme ça. Mais Bruges, c'est une très bonne équipe. Tu donnes toujours ensemble le depuis 4 ou 5 ans. PSG champion de France, PSG Ligue des Champions, PSG champion du monde, PSG meilleure équipe de ceci et cela. Et finalement, c'est comme un proverbe africain le dit, on ne met pas la poêle au feu tant que le poisson est encore dans la mer. Oui, mais la saison dernière, justement, j'avais dit que s'il y avait une équipe qui pouvait empêcher le PSG d'être champion de France, c'était Lyon. Et bien Lyon n'a pas réussi. Et Lyon s'est raté. Et le problème de Lyon, à la différence de Bruges, c'est que Lyon, ils sont en phase de construction. Peter Bosz l'explique dans l'interview. Il est en train de mettre en place des choses différentes. Ça a marché à Glasgow, ça n'a pas marché partout depuis le début de saison. Et alors que du côté de Bruges, on a une équipe avec le même entraîneur et la même ossature depuis déjà 3 ou 4 saisons. Donc on a une équipe qui, je pense, est plus consistante. Cette équipe de Bruges avait gêné fortement le Real Madrid il n'y a pas longtemps. Donc c'est une équipe qui réussit quelques belles performances sur le plan européen, mais qui n'est pas... Ils sont champions de Belgique depuis plusieurs saisons, donc c'est une équipe qui a plus de stabilité que l'Olympique Ah oui, les champions de Belgique, il faut regarder, ils arrivent où en Ligue des Champions. Il ne faut pas dire ça. Mais si vous allez me dire que tel est champion de Hongrie, tel est champion de Serbie, l'autre est champion de... Attendez, mais c'est pas ça le niveau. Et ben, je suis pas sûr que Lyon soit plus fort que Bruges. Je pense pas. Alejandro, en tout cas, ce week-end et dimanche soir, on aura une première quand même avec cette équipe du PSG. C'est que Messi, pour la première fois, va jouer avec le PSG au Parc des Princes. Est-ce que ça peut changer un peu l'ambiance de l'équipe? Parce que j'imagine que ça changera évidemment l'ambiance dans le Parc des Princes et dans les tribunes. Je pense que pour lui, ce sera un grand moment et pour le public parisien aussi. Ça va être... quelque chose d'assez magique, je l'espère. Et bon, le tout sera de voir un PSG à la hauteur de la situation. Voilà, parce qu'ils ont peut-être été un peu
je dirais pas déçus, mais en tout cas, ils sont peut-être restés sur leur faim, ces supporters, depuis qu'il a commencé. Oui, lui il faut et la fameuse MNM, on n'a rien vu. Messi est arrivé fin août, il est parti après 15 jours en Amérique du Sud pour disputer les éliminatoires. Mais on l'a vu jouer à Reims, oui. Voilà. Il a joué quelques minutes à Reims, il a joué là le match contre Bruges, donc il va monter en puissance. Il va monter en puissance, Nous étions ici pour fêter Lionel Messi qui venait de dépasser le record de Pelé. Quand il est en Argentine, on dit oh, on a retrouvé le grand Messi. Quand il arrive en France, non, il va monter en puissance, Mais le championnat a commencé depuis. Nous sommes à 2 matchs avec le Paris Saint-Germain et Messi est complètement absent. Voilà, non, nous sommes avec lui, avec Messi. Oui. Et Messi est absent. Messi n'est pas impressionnant. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, Xavier? C'était probablement le moins mauvais, à défaut d'être le meilleur du PSG à Bruges. Le PSG a pris l'eau, surtout en deuxième période, et le seul qui a réussi à créer des occasions de but, c'est Messi. Il a quand même frappé la transversale. Il a essayé de trouver. Non, mais c'est totalement insuffisant. Je suis d'accord. Je l'ai dit à la première question d'Annie. Messi qui vise maintenant la transversale. S'il y en a un qui est plutôt à l'abri des critiques, c'est lui. Ouais. Pour son premier match plein, son premier match comme titulaire, il a fait une prestation insuffisante, mais correcte pour quelqu'un qui débute avec des joueurs avec qui il n'a jamais joué. Attendez, un Ivoirien, il débute la Ligue des Champions, il te claque un quadruplé. Et tu me dis, Messi est en train de débuter. Messi est en train de débuter. Vous voulez me dire que c'est pas possible parce que Sébastien Haller, il joue à l'Ajax depuis 6 mois. Donc il a déjà les automatismes avec ses coéquipiers. Et il a été recruté par un entraîneur, Erik ten Hag, qu'il avait avant à Utrecht. Et donc il a recruté Cristiano Ronaldo est arrivé, il a déjà claqué 2 buts. 2 buts en 2 matchs. Il joue avec Manchester United depuis combien de temps? Mais laisse ça. Alors, moi j'ai une dernière question sur ce thème, Alejandro Valente. Je voudrais juste que... On a l'impression qu'il y a un mystère, en tout cas c'est autour de Mauricio Pochettino. On se demande quel est cet entraîneur. Est-ce qu'il a la main sur ce vestiaire? Est-ce que lui aussi va être broyé dans cette machine qu'est le PSG pour tout entraîneur et ses prédécesseurs? C'est difficile à dire, mais en tout cas, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu par l'ensemble Parce qu'il ne parle pas français. De son œuvre. Déjà, il ne parle pas français. Du coup, il ne communique pas directement. Il a une façon de dire les choses où il ne dit rien, finalement. Il ne donne jamais aucune information. Il parle sans rien dire. Sur le bord du terrain, on les voit plutôt éteints, enfin pas très actifs. Son coaching ne nous a pas impressionnés jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'on l'attend. On l'attend toujours et on se demande si c'est vraiment l'entraîneur de la situation. Bon, c'est vrai qu'il avait réussi une belle campagne à Tottenham, mais ce n'est pas un entraîneur qui a brillé dans les grands clubs d'Europe, comme d'autres entraîneurs qu'on a l'habitude de voir. Donc, il faut qu'il fasse ses preuves. Je vous promets, on y reviendra sur le cas Mauricio Pochettino. En tout cas, une polémique qui ne nous avait sûrement pas échappé, c'était celle de la musique d'entrée des joueurs dans le Parc des Princes, la musique de Phil Collins, que certains doivent aimer, mais en tout cas qui est un peu historique par rapport au club. Eh bien, elle avait été changée pour celle d'un rappeur, DJ Snake, un DJ aussi donc. Et lui, il n'était pas très content de se retrouver la catapultée alors qu'on ne lui avait pas trop demandé son avis. Et finalement, en tout cas, pour le match prochain, on remet Phil Collins. On remet Phil Collins et on essaye de faire copain-copain avec les supporters. Allez, en attendant le coup d'envoi de ce match du dimanche soir en Ligue 1, eh bien, nous allons voir les autres rendez-vous un peu ailleurs en Europe. Ça va mieux, Rémi ? Dans la toujours très chaude enceinte de Mestella, c'est le stade de Valence. Alors, il ne sera pas plein, mais il y aura quand même 30 000 personnes et c'est 60% de la contenance, donc c'est pas mal. Eh bien, on attend de pied ferme les merengues de Madrid, car ces deux équipes, en plus, sont en tête de la Liga. Alors, elles sont même 3, il y a l'Atlético, même nombre de points, mais Valence est premier, et deuxième, juste derrière, le Real Madrid, premier. Ensuite, on a l'Atlético. Si ce Real est toujours attendu
en haut du classement. Eh bien, les Tchè, on les appelle comme ça, Alejandro? Les Tchè, les Tchè de Valence, ça a un lien avec le Tchè? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Peuvent-ils, en tout cas, se retrouver cette année parmi les équipes de haut de tableau? Souvent, c'est Séville qui monte comme ça et qui vient grappiller des places au milieu des trois autres. Est-ce que Valence, c'est un peu l'inattendu cette année? On va voir, il faut voir sur le long terme. Disons que Valence est une équipe qui a une politique totalement illisible depuis plusieurs années. On s'en souvient, on en a avec parlé souvent, un ces investisseurs propriétaire qui vont, singapourien qui est assez capricieux et dont on ne comprend pas toujours les décisions. Là, cette année, il y a José Bordalas, qui était l'entraîneur de Getafe, qui est une équipe qui a réussi des belles performances pendant les dernières années sous sa coupe. C'est une équipe qui a un jeu très dur, très physique, qui prend beaucoup de cartons, qui est très efficace. Ce n'est pas les styles de jeu léchés qu'on a parfois l'habitude de voir dans les grands clubs espagnols. C'est plutôt une équipe très directe qui essaie de remonter très vite le ballon. Et pour l'instant, ça marche. Ils encaissent peu de buts, ils en marquent pas mal. Il y a un Gonzalo Guedes qui semble totalement renaissant alors qu'on l'avait un peu perdu. Donc, il y a une équipe qui réussit un beau début de saison, mais il faut voir un peu sur la durée. Et ce match contre le Real va être un vrai test face à un Real qui a quand même laissé des forces à Milan en milieu de semaine. Donc, il y a une occasion pour éventuellement aller le chercher. C'est ça la chance de Valence cette saison, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc, si vous regardez bien, ils étaient 13e à la fin de tous les grands clubs Liga espagnols jouent la Ligue des Champions, même Villarreal, puisqu'ils ont gagné la Ligue Europa. Et donc, il y a 5 clubs espagnols en Ligue Europa. Il y en a en Ligue des Champions. Il y en a également en Ligue Europa. Donc, en fait, Valence, c'est le meilleur club qui n'est pas européen. Donc, ils ont toute la semaine, eux, pour préparer les rendez-vous en championnat. Et parfois, ça aide. Et normalement, ça devrait les aider à revenir. Alors, ils ont eu de la réussite là depuis le début du championnat, notamment le match contre Getafe, le premier match où Pepe Bordalas, justement, retrouvait son ancienne équipe. Ouais. Ils ont un penalty en début de match, qui est d'ailleurs généreux. Ils se retrouvent à 10 très vite et ils gagnent quand même, avec un peu de réussite. Donc, du coup, ça leur a donné de la confiance. Et là, s'ils parviennent à accrocher le Real de Madrid, ça peut être vraiment l'équipe qui va faire la course au premier rôle, en tout cas, cette première moitié de saison. Rémi, comment vous paraît ce Real de Madrid cette année? On a l'impression, alors on en a parlé dans la semaine, Karim Benzema et son triplé le week-end dernier, mais aussi Camavinga. Et Camavinga, c'est un peu, je ne sais pas si on peut parler de chance pour Carlo Ancelotti, mais en tout cas, à chaque fois qu'il l'a fait rentrer, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a eu besoin de lui, il le fait rentrer et où il fait une passe décisive, Camavinga, ou alors il marque. C'est un bon Real qui me surprend agréablement parce que déjà Vinicius a été la première surprise dans la mesure où il est devenu beaucoup plus décisif et il déséquilibre rapidement les défenses, crée des pénaltys et surtout, c'est déjà lire le jeu, évite d'être hors jeu, ce qu'il ne faisait pas avant. Et puis Karim Benzema, c'est du bon diamant qui est toujours là à l'état pur. C'est vrai que Hazard, c'est encore un peu en demi-teinte, c'est pas exactement ça, mais Camavinga, c'est un très bon élément, puisque justement, le premier match quand même, contrairement à... Ça vous surprend parce qu'on l'avait quitté, mi-figue, mi-raisin, la saison dernière avec Rennes, et là, on se dit, bon, il va apprendre, finalement, quand il rentre... La semaine dernière, je disais déjà ça à Xavier Barré, qui me disait, oh là là, ça c'est... Je lui ai dit non, voilà, justement, avec le Real, c'est une bonne écurie, une bonne pépinière. Où ça le motive. Voilà, où surtout les Français se sentent dans leur jardin et s'épanouissent. On a pu le voir. Et il y a certains grands joueurs qui ont été recrutés et qui doivent toucher 42 millions par an, mais qui ne peuvent pas marquer. Mais Camavinga, il a fait 27 minutes, bam, but. Après... Ancelotti l'appelle, il lui dit, c'est la Ligue des Champions, petit, tu peux partir là. 12 minutes, passe décisive. Et il y a bien des grands joueurs qui touchent, j'ai dit bien, 42 millions par an. Moi, j'ai dit, Camavinga aujourd'hui, que ce soit la jeunesse. Et je dis toujours, même quand on est jeune, mais si on est bon, on s'intègre facilement dans le Real. Il y a un proverbe africain qui dit... Une bonne abeille trouve toujours sa place dans une ruche. Non, alors on ne s'intègre pas toujours facilement au Real Madrid, c'est un club très compliqué. Et d'ailleurs, on voit maintenant Vinicius y arrive, mais ça fait 4 ans qu'il est au Real Madrid, donc c'est bien qu'il y arrive sur la durée. On va voir combien de temps prend Camavinga, mais c'est vrai qu'il a fait un bon choix parce qu'il avait du mal à se remotiver à Rennes après la saison dernière. Il y était resté parce qu'il jouait la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, il y a eu des changements à Rennes. Là, il revient dans un rôle, j'allais dire, de challenger, et il est dans un rôle, dans une situation idéale pour
pour effectivement se relancer. Il a la confiance de l'entraîneur comme joker. Donc pour le moment, ça se passe très bien. Il ne faut pas qu'il grille les étapes comme il a voulu le faire à Rennes. Oui, on verra ça et on le suivra. Mais en tout cas, dirigeons-nous vers le pays justement de Carlo Ancelotti et vers la Serie A. La vieille dame a bien mal commencé sa saison. Alors bon, elle s'est déjà auto-amputée de sa propre star puisque Cristiano Ronaldo n'est pas resté et ils n'ont pas non plus voulu véritablement le garder. En tout cas, CR7 n'est plus là. Et puis, elle n'a finalement remporté qu'un seul point en championnat. Alors certes, il n'y a eu que trois journées, mais c'est vrai que la Juventus est pour l'instant, alors on se demande, quand on cherche, on se dit mais où est la Juventus ? 16e au classement avec un seul point au bout de 3 jours. Alors bien sûr, cette équipe turinoise, elle a fait un carton en Ligue des Champions, mais le carton, vous me l'accorderez, c'était contre Malmö en Suède. On ne peut pas dire que ce soit un des prétendants au titre, en tout cas, on en serait surpris. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo a perdu en Suisse. Un 3-0, oui. Non, mais ça, chez les je le dis comme ça, en passant. On le sait. Mais on y revient pas parce que Cristiano a fait son travail. On va parler de Cristiano. En tout cas, un 3-0 qui peut réveiller les troupes. En tout cas, c'est ce que espère l'entraîneur de cette Juve, Massimiliano Allegri. L'important, c'est de savoir que notre équipe a de grandes qualités et que 3 mauvais résultats n'auront pas d'impact sur la valeur d'un joueur. Parce qu'un joueur peut être bon ou mauvais, mais il ne peut pas être mauvais parce que nous faisons 3 mauvaises prestations d'affilée et ensuite être bon parce que nous gagnons. C'était une victoire rassurante face à Malmö parce qu'elle nous permet d'être en bonne position. Elle nous permet d'envisager l'avenir sereinement en Ligue des Champions. È una bella vittoria soprattutto perché comunque ci mette le condizioni di affrontare il girone nel migliore dei modi. En gros, Alejandro, on n'a pas de bons résultats, mais c'est pas grave et on garde la tête haute. Mais surtout, alors il y a cette victoire, ils vont recevoir Milan au cours du week-end parce que c'est là le choc de cette, en tout cas le choc historique d'affiche entre la Juventus de Turin et le Milan AC. Le Milan AC qui lui est en tête avec, ils sont plusieurs à avoir le même nombre de points, mais en tout cas il est dans le trio de tête, il est 2e au classement et surtout cette équipe de Milan, malgré son bon match, elle a perdu à Liverpool. Oui, voilà, c'est un peu le... Je pense que le Milan, aujourd'hui, est une équipe plus complète et plus efficace que la Juventus. Cela dit, ce match à Liverpool a été extrêmement usant pour l'équipe milanaise qui a dû se battre énormément, qui est revenu, qui a réussi à revenir d'un début de match compliqué, prendre l'avantage à la mi-temps et puis finalement a fini par céder en fin de rencontre. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités, mais qui a laissé beaucoup de force, qui ne pourra sans doute pas compter sur Ibrahimovic, qui est toujours blessé, qui est trop juste probablement pour ce rendez-vous. Et alors que la Juventus, qui a joué aussi en Ligue des Champions, a quand même eu un match beaucoup plus facile à gérer face à Malmö. Donc ça, c'est un avantage certain pour la Juventus, mais ça va être un match très serré, sans doute incertain. Rémi, qu'est-ce qui cloche selon vous cette année à la Juventus ? Quand vous vous amputez de... C'est vous qui avez dit ça, hein, de votre meilleur pied. J'ai dit auto-amputé en plus. Voilà. Donc, vous pouvez vous attendre à quoi? Puisque déjà, c'était l'arbre. Il y a Moïse Kean qu'on voit derrière vous, là. Moïse Kean, il a plutôt bien pris le relais. Oui, il a pris le relais, mais c'est exactement comme si vous allez me dire que vous allez... je vous provoque. Voilà. C'est parce qu'il est derrière vous en oui, photo. Non, de toutes les façons. Aujourd'hui, cette Juve-là n'a pas ce qu'on peut appeler une cohérence offensive. Vous voyez, ils attendent, et puis, lorsqu'ils arrivent dans les 20 mètres, ils s'embrouillent, ils ne savent plus, ils n'ont pas de repères. Et pour ça que j'ai dit que Cristiano Ronaldo a beaucoup longtemps sauvé cette équipe-là. Maintenant, qu'est-ce qu'Allegri va faire? Qu'est-ce que les autres vont faire? Ils sont là pratiquement perdus. Et c'est pour ça que je dis que j'attends cette Juve qui, il faut déjà le dire, va perdre le championnat
et qui aura de la difficulté. Non, mais elle a déjà perdu le championnat la saison dernière. Elle a déjà perdu la saison dernière avec Cristiano Ronaldo. Donc elle a besoin de se reconstruire avec Allegri qui connaît parfaitement le club. Elle a été quatrième en dernière seconde. Mais justement, qu'est-ce qu'il peut faire Allegri? Il a donné plus de responsabilités à Paulo Dybala, qui est maintenant même le capitaine de l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'il est en train de construire un nouveau système avec cette formation. Il s'appuie sur des champions d'Europe avec la nationale qui ont repris l'entraînement tardivement, donc ils ne sont pas encore au point physiquement. Donc c'est une équipe qui est en rodage. Donc moi je crois que, de toute façon il l'a dit, il ne faut pas s'inquiéter pour la Juve, elle va revenir. Bon, on attendra. Alejandro, est-ce que nos auditeurs aiment la Juve? Alors, sur la Juventus, il ne se prononce pas beaucoup. Par contre, il s'étonne. Il y en a un qui le dit, Cyprien Diédiou, qu'on mette toutes les semaines l'hymne du Real Madrid. Voilà. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un hymne assez marquant et du coup on sait tout de suite qu'on va parler du Real Madrid. Par contre, celui du Barça en ce moment on a du mal à le mettre. Vous nous excuserez, chers Catalans. Par contre, pour revenir à la Juve, je pense que le problème avec Dybala, c'est un joueur qui a du talent, mais on l'a vu ces dernières années, c'est un joueur très irrégulier qui a souvent des problèmes physiques. Ouais. Et donc c'est un pari qui est risqué de miser tout sur Dybala. Alors, ceux qui aiment la Serie A, ça ne leur aura pas échappé. Qui est premier en ce moment de ce championnat? Eh bien, c'est une certaine Louve avec un loup à sa tête. Un but et une course folle qui est déjà rentrée dans les annales en quelques jours. José Mourinho a fêté le but de la victoire contre Sassuolo. On aurait dit qu'il avait lui-même inscrit le but de El Shaarawy. Un sans faute en tout cas depuis qu'il est arrivé à la Roma, puisque sur le banc, ils ont d'abord gagné tout leur match en championnat et en plus, eh bien, ils ont fait ce carton en Ligue Europa Conférence. C'est la 3e Ligue des Champions contre le CSKA Sofia. 5-1. Il ne faut pas s'emballer sur cette équipe, déclare en tout cas José Mourinho. Vous allez l'entendre parce que Rudy Garcia, il s'en souvient, il a été beaucoup aimé à Rome, mais il a été aussi très vite banni. 5 vittorie non sono 50. 5 victoires, ça n'est pas la même chose que 50 victoires. Et comme je l'ai dit, 3 victoires en championnat, ça n'est pas comme en obtenir 30. 5 et 50, ça n'est pas la même chose. Il n'y a pas de raison d'être exagérément optimiste, ni de positiver à l'extrême. On ne va pas perdre la tête pour si peu, mais bien évidemment, les bons résultats sont importants. Risultati positivi, ovviamente, qui sont importants. 5 vittorie. Rémi, Mourinho fait du Mourinho, mais est-ce que Rome l'a changé? Rome ne peut pas changer Mourinho, c'est Mourinho qui change Rome. Elle est pas mal. Oui, parce que partout où il arrive... Et là, vous l'avez vu, calme, posé, peut-être qu'on est en début de championnat, mais... Il a toujours été posé, mais lance souvent des piques dès qu'il est agressé. C'est quelqu'un qui connaît la réplique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait d'ailleurs très très bien dans le stade, parce que même dans son système de jeu, il s'adapte à l'adversaire et c'est avec ça qu'il fait son jeu. Il faut quand même se rappeler que l'AS Roma n'était plus dans les loges comme actuellement là, mais José Mourinho est en train complètement de changer cette équipe-là en un laps de temps. Et c'est ça la force d'un grand entraîneur. Et ça va durer? Mais bien évidemment, vous avez vu... Enfin, s'il joue comme contre Sassuolo, ça ne peut pas durer, parce que contre Sassuolo, c'est un hold-up parfait. Vous savez, jamais gagné. Vous savez, ils ont beaucoup de chance. Il a toujours fait des hold-up, puisque justement, vous allez constater que avec 28 trophées, c'est 28 hold-up, n'est-ce pas? Non, mais je dis pas ça. Je dis que contre Sassuolo, ils ont beaucoup de chance. Quand vous l'emportez, il y a 2 buts refusés pour un jeu à Sassuolo. Ils sont trimballés. Mais monsieur, nous parlions de Bruges. C'est pour ça qu'il... Tu trouves Bruges? On parle de la Roma, là. Bruges qui était ceci et cela. C'est pour ça qu'il traverse le terrain, parce que c'est un miracle qu'il gagne ce match contre Sassuolo en championnat le week-end dernier. Et sinon, la Roma, elle se retrouve battue à la maison, ce qui aurait été le score logique, et ils sont déjà plus en tête du championnat d'Italie. Première des choses... Vous n'êtes pas convaincu par le Mourinho de la Roma? Après, il est dans une logique où il peut marcher, où ça peut marcher.
Parce qu'il arrive, il reprend un club qui est en déficit de résultats, qui a terminé seulement 6e ou 7e du dernier championnat. Donc, il peut faire presque que mieux, parce que la Roma, c'est quand même un grand club, avec un centre de formation prolifique, avec des bons joueurs. Voilà. Donc, il y a une vraie histoire, il y a un public. Donc, il y a du matériel et ils sont en dessous de là où ils devraient être. Donc, il peut réussir quand il repart comme ça. C'est là où il est fort, Mourinho. Donc, effectivement, je l'attends à ce niveau-là. Mais je l'attends quand même avec des résultats, du contenu de match plus probant que ce qu'ils ont montré contre Sassuolo l'autre jour. Parce que jamais ils doivent gagner ce match. En tout cas, pour ce qui est des statistiques, il a disputé son 1000e match contre Sassuolo, donc le 1001e au cours de la semaine en Ligue européenne. Et il en est donc, vous l'avez dit, 28 trophées, 641 victoires en 1001 rencontres. Alejandro, là, beaucoup de réactions, beaucoup de fans de Mourinho qui s'expriment. Mais on a aussi un défi. On va devoir le suivre. Souleymane Ba nous écrit et nous dit « Si Mourinho réussit à être champion d'Italie avec la Roma, je vous promets que je vais marcher à pied depuis Conakry jusqu'à Paris. » On l'attend dans le studio de Radio Foot International, mais on l'attendra en rentrée de saison d'après, je suppose. On continue avec le football, mais là, on va parler un peu du foot circus, Alejandro. On va parler de cette FIFA qui orchestre un peu tout aujourd'hui encore dans le football. La FIFA et ses projets et ses indices, on va juste le signaler, mais l'indice FIFA, pardon, il y a l'indice UEFA et il y a l'indice FIFA, eh bien la France n'est plus sur le podium, elle était 3e, elle se retrouve 4e, doublée, prise en étau entre ceux qui étaient finalistes, l'Angleterre qui fait des très bons éliminatoires pour la Coupe du Monde et l'Italie qui est juste derrière, et la France a intérêt à être très sérieuse. Et la Belgique est toujours première. Et la Belgique est toujours première. Ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont premiers. Ils ne gagnent pas de trophée. Rien, mais ils sont premiers. Et le Brésil est 2e et ils ne gagnent pas non plus de trophée. Mais ça, on y reviendra. La FIFA et les instances qui persistent, en tout cas dans leur course contre la montre, ils voudraient faire adopter d'ici la fin de l'année, et c'est donc très proche, eh bien, cette périodicité de disputer une Coupe du Monde tous les 2 ans. Il y a une fronde des mécontents qui est en train de s'organiser, à croire notamment Philippe Auclair sur Eurosport. Mais la FIFA, elle, accélère ou tente d'accélérer avec le porteur de son projet qui est convaincu qu'il va gagner, et c'est Arsène Wenger. Écoutez-le. Overall, I think I have got Dans l'ensemble, j'ai reçu des réponses favorables, mais cette décision est une décision démocratique et sera faite avec les 211 pays affiliés à la FIFA. On va continuer à en discuter jusqu'en décembre. Après cela, ce sera à chaque fédération d'en décider. Je suis convaincu à 100% que ce que je propose est la bonne solution pour organiser le football de façon moderne. Si d'autres personnes ont de meilleures idées, elles seront les bienvenues. Je suis ouvert sur le sujet. On a l'impression que la FIFA avance un peu comme un bélier dans une porte, Alejandro. Et surtout, par exemple, aujourd'hui, on nous informe qu'il y a un sondage qui a été effectué par des instituts. Alors, c'est d'ailleurs l'Institut Iris et YouGov, très précisément. Ils ont interviewé 10 000 personnes et la majorité, mais on ne sait pas quelle est la majorité. Mais 15 000 apparemment, sur tous les continents. Et la majorité serait à faveur. Alors, ça, c'est une façon de résumer les choses qui est un petit peu biaisée. Je crois que Xavier, il n'y croit pas beaucoup non plus. Effectivement, la FIFA nous dit que 55% des gens veulent changer, avoir la Coupe du Monde plus souvent. Mais quand vous regardez, fait quand même 45 qui ne veulent pas. Mais quand vous regardez les résultats, vous vous rendez compte que sur l'ensemble du sondage, 45% des personnes veulent rester sur une Coupe du Monde de tous les 4 ans. Et c'est l'avis le plus fortement exprimé. Il y a 30% seulement qui disent qu'ils aimeraient avoir la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Donc, c'est quand même nettement moins. Mais la manière de communiquer, la FIFA n'a dit à aucun moment dans ses communiqués qu'une majorité des personnes s'est exprimée pour un maintien tous les 4 ans. Oui, et ça, c'est un petit peu malhonnête. Tout ça. Non, ce qui compte, et on l'entend bien dans le discours de Wenger, ils veulent essayer de passer en force la FIFA en promettant, en faisant des promesses aux petites fédérations, puisqu'il y a 211 fédérations qui votent, en leur disant un jour vous gagnerez la Coupe du Monde, vous allez gagner de l'argent, donc votez pour ma réforme, comme ça je récupère le marché qui pour le moment m'échappe parce que c'est l'UEFA qui occupe le terrain avec la Ligue des Champions, avec l'Euro, avec la
Ligue des Nations. Donc l'UEFA qui a les compétitions les mieux structurées, avec accessoirement la Confédération asiatique aussi qui draine beaucoup d'argent et les confédérations américaines et nord- et sud-américaines. Donc c'est vrai que la CAF est un peu moins bien lotie. Donc ils essayent de passer en force pour récupérer le magot. Ils l'ont déjà fait au début des années 2000, ça n'a pas marché, donc ils reviennent à la charge. Et donc c'est de la politique. Alors à l'époque, c'était avec Sepp Blatter qui pensait qu'il passerait et c'était pas passé. Est-ce que là, avec Gianni Infantino, ça peut passer ? Ça peut passer à partir du moment où effectivement il fait miroiter des millions à des petites fédérations en disant aux îles Niue, aux îles Caïmans, vous allez jouer la Coupe du Monde. Forcément, le gars, il va l'écouter. Maintenant, on voit bien qu'il y a... Il est déjà passé à 48. Oui, maintenant, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de résistance, notamment l'UEFA qui a dit, mais écoutez, vous ferez peut-être votre Coupe du Monde tous les 2 ans, mais nous, on ira que tous les 4 ans. Donc ça la dévaluera. Rémi, on sait que le continent africain, au cours de l'été, la CAF s'est déclarée en faveur de cette Coupe tous les 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Rémi Ngono ? Je suis complètement opposé. Opposé, pourquoi ? Parce que depuis au moins 10 ans, la FIFA, l'UEFA harcèle le continent africain en disant que, écoutez, vous avez une CAN tous les 2 ans. Mettez la CAN tous les 4 ans. Donc nous en sommes là de telle sorte que j'en ai tellement discuté avec Alessandro, j'en ai discuté avec Xavier Barret, et maintenant... Et on est d'accord pour une fois. Et finalement, j'entends que c'est la même FIFA qui est venue nous dire que non, votre histoire là, c'est pas bon comme ça là, il faut vraiment que vous le poussiez ça. Et maintenant, vous devez faire la CAN pour 4 ans, et maintenant la Coupe du Monde tous les 2 ans. Tous les 2 ans, mais... Et il y a un proverbe africain qui dit: ne écoutez jamais le prêtre qui vient enlever le toit d'une chapelle pour aller mettre à l'église. Alejandro, vous avez lancé les auditeurs pour qu'ils donnent leur avis. Alors, ils ont réagi. Quand on regarde ce sondage, on voit que les continents africains, nous dit-on, est celui qui est le plus favorable à ces rythmes de tous les 2 ans, 65%, même si on voit qu'il n'y a que l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui ont été consultés. 3 pays sur 54. Voilà. En tout cas, les auditeurs sont très partagés. Il y a Demba Sissao, par exemple, au Mignon Francky, qui disent tous les 2 ans, c'est inaubaine, il y aura plus de chances pour les équipes africaines de la gagner. Alors la CAN sera bouffée. Alors qu'il y en a d'autres qui craignent pour la santé des joueurs si on passe à ce rythme-là. Donc un avis assez partagé, mais peut-être une majorité pour les changements et un rythme plus élevé. Changement maintenant, on verra si c'est pour maintenant. On aura l'occasion d'y revenir dans Radio Foot parce que maintenant, ce sont les cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et la parole est à nos auditeurs et à nos internautes et à tous ceux qui nous suivent. Vous allez voir, chaque fois plus inventifs, chaque fois plus originaux et dans des décors parfois de rêve, notamment le dernier. Écoutez bien. Romaric Bassourou depuis Parakou, Bénin. Je donne un carton vert aux gamins du Club Bruges qui ont montré aux dirigeants du PSG que l'argent n'est pas synonyme de victoire au niveau du football. Bonjour Radio Foot, c'est Abdou Aziz Gueye depuis Dakar, Sénégal. Moi je donne un carton vert à l'attaquant ivoirien Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam pour son quadruplé en Champions League. Rappelons que c'est lui l'auteur des 2 buts ivoiriens lors de la rencontre contre le Cameroun. Merci. Ici c'est Bawa Sidorf Ndouda, depuis Lomé, la capitale togolaise. Mon carton il est de couleur rouge que j'adresse à toute l'équipe du Barça pour cette énième humiliation face au Bayern Munich au Camp Nou le mardi dernier. Je pense que le club, nous avons touché le fond. J'exhorte le président Laporta à agir le plus tôt pour sauver la situation du club. C'est la honte totale pour nous les Catalans, les supporters du club. Merci. Moi, c'est Louis Dorsement depuis le Tchad. Cette semaine, j'attribue un carton vert à José Mourinho pour ses 1000 matchs. José Mourinho, c'est 640 victoires, 198 matchs nuls, 162 défaites. José Mourinho, you are the best, you are the special one. Tant qu'il sera là, on ne s'ennuiera jamais. Moi, c'est Pierre Collier, je vous appelle depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton rouge ici au président du PSG qui n'a pas écouté les conseils de Rémi Ngono en disant qu'une équipe de compétition, ce n'est pas de regrouper les stars et non plutôt de regrouper les joueurs de qualité individuelle et des joueurs motivés comme Mbappé. Armo Kiba depuis Pointe-Noire. Je donne un carton vert à Edouard Mendy, gardien de but de l'équipe de Chelsea, qui vient de prouver qu'il est le meilleur gardien de l'Europe
en gardant toujours sa cage inviolée. Chapeau, Edouard Mendy. Bonjour Radio Foot, moi c'est Amadou Hussein Omar depuis Garoua, Cameroun. J'ai dédié un carton vert à Cristiano Ronaldo pour son retour réussi à Manchester United contre la Newcastle et également pour sa belle prestation à la Ligue des Champions. Comme l'avait dit Rémi Ngono, un oiseau chante bien quand il est sur son arbre généalogique. Et je pense qu'il a bien retrouvé ses cordes vocales. Je lui souhaite une bonne continuité. Bonsoir, moi c'est Mamadou Aliou Kansakouma Diallo depuis Mozambique. Je donne un carton rouge à Xavier Barry qui essaie toujours de trouver un moyen de rabaisser le roi de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Et je lui demande d'être plus objectif dans ses analyses. Merci. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Emmanuel depuis la cité balnéaire au Cameroun. Je donne un gros carton vert à Eduardo Camavinga qui a signé au Real de Madrid. On espère que Rémi Ngono trouvera en ce jeune prodige le Cristiano Ronaldo qu'il a toujours voulu remplacer. Mais comme le dit un proverbe africain ici au Cameroun, on ne fait jamais les œufs sans casser les omelettes. Rémi, est-ce qu'on dit ça au Cameroun? Alors là, mais de toute façon, oui, mais c'est comme aussi, on peut bien dire que... On peut s'en amuser. On peut bien s'en amuser, que la poule a fait l'œuf et l'œuf a fait la poule. Oui, voilà, exactement. Il a retourné le problème et finalement, on n'a pas la solution. Si je comprends bien, c'est les fan clubs de Rémi Ngono qui s'expriment dans les cartons. Pas mal, parce que même Xavier, vous avez un carton rouge qui vient du Mozambique. Ouais, je sais, bien de loin. J'ai beaucoup il a réussi à aller réveiller les esprits au Mozambique. Beaucoup de messages pas toujours très gentils pour mes critiques de Cristiano Ronaldo, mais bon, on verra à la fin de la saison. Mais on le sait, on connaît les vedettes de Radio Foot. Allez, Xavier, quel est votre carton? On a allumé la FIFA, mais je vais remettre un carton jaune à l'UEFA et plus précisément au Sheriff Tiraspol, parce que, alors, ils se sont qualifiés, ça a fait le bonheur d'un attaquant guinéen notamment qui a marqué un but et d'un attaquant malien, et c'est super pour eux. Mais ce club est quand même dirigé par un ancien du KGB qui a monté un empire industriel qui en fait est à la tête, enfin influence le régime séparatiste d'une toute petite région de la Moldavie. Ils dictent leurs lois au football moldave, mais il n'y a pas un Moldave dans l'équipe. Et donc on dit, ben voilà, c'est super, il y a un club moldave en Ligue des Champions. Mais en fait, c'est pas un club moldave, c'est un milliardaire russe qui essaye de faire de la politique via le football. Donc je trouve que c'est assez dangereux. Et d'ailleurs, on va voir ce qui va se passer, parce que la semaine prochaine, l'UEFA va tenir son comité exécutif à Chisinau, la capitale de la Moldavie, qui est donc la concurrente, entre guillemets, de Tiraspol, là où joue le Sheriff. Donc c'est de la géopolitique et le football là-dedans est un peu otage. C'est un peu dangereux. Rémi, quelle couleur? Couleur verte. Parce que, vous savez... Vous avez droit au petit sifflet brésilien. Oui, parce que, vous savez, dans les épreuves, dans la douleur... votre carton? Le carton vert est adressé à Nathan Ake. Nathan Ake qui a connu un joueur de Manchester City. Une période très très difficile, justement avec son père qui était très très malade. Ça a ému le cœur. Et qui n'avait même plus de soins parce que tout était déjà dans le désespoir. Il aurait pu pleurer, il aurait pu craquer comme j'ai pu le faire, mais lui, il a eu un mental d'acier. Il est venu jouer, il a claqué le but. Et quelques temps après, son père qui a quand même réussi à regarder le match, il en est mort. Donc tout au moins, il est parti en se disant qu'il a laissé un vrai homme, un vrai guerrier. Nathan Ake, c'est donc un vrai homme, un guerrier. Comme le dit un proverbe africain, on reconnaît le vrai or dans le feu et l'homme à l'épreuve. Un Néerlandais qui joue du côté de Manchester City chez votre ami Pep Guardiola. Alejandro Valente. Les auditeurs sont étonnés de voir Rémi donner un carton vert quand même. Surtout un joueur, un citizen en plus. Moi, c'est un carton vert aussi, mais pour Victor Osimhen, qu'on connaît bien, l'ancien attaquant de Lille, aujourd'hui à Naples, qui a réussi prix Marc-Vivien Fauet. Hier soir un magnifique doublé à Leicester, qui a permis à Naples d'égaliser. En début, il a fallu monter à 2,53 m pour aller prendre cette tête. Et depuis le début de la saison, Victor Osimhen réussit vraiment très très bien avec Luciano Spalletti qui semble avoir trouvé vraiment les discours et les paroles pour les motiver, pour le relancer dans une équipe de Naples qui est très africaine de plus en plus, avec toujours Koulibaly, avec Sambo Anguissa qui est arrivé cette année. Voilà.
Le carton de Radio Foot International est vert, hein, aussi. Nous, on est dans le positif. Mais il va à quelqu'un qui a porté pendant quelque temps un maillot vert. C'est un lion de la Teranga, Habib Beye, qui ce soir est bien dans une équipe qui porte aussi un maillot vert frappé d'une étoile rouge. Ce soir, avec le Red Star, il entraînera pour la première fois en tant qu'entraîneur principal, lui qui rêve tellement. Bon, alors ce n'est qu'en national. Et surtout, pour l'instant, ce n'est que aussi provisoire, puisqu'il a remplacé la personne dont il était adjoint. Mais surtout, le Red Star a besoin de se refaire une santé parce qu'il voudrait grimper en Ligue 2. Je vais le finir. Habib, je vais te finir parce que toi-même ici, quand tu critiques les entraîneurs, attends ton tour. Bah, il le sait qu'il sera dans l'œil du cyclone. En tout cas, Red Star ce soir face à Villefranche-Beaujolais. On te souhaite tous un très bon match, Habib Beye. Et c'est la fin de ce Café des Sports, messieurs. Ça passe toujours trop vite, donc c'est déjà fini. Mais je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour parler de nouveau football. Merci beaucoup, messieurs, et bon week-end à tous, à vous tous, chers débatteurs, et à tous nos auditeurs.